J'ai intitulé cette intervention de Hans Kollass à Mads Mikkelsen. D'abord parce que cette histoire, avant d'être une longue nouvelle, Kleist a écrit une nouvelle de 130 pages. Avant d'être une nouvelle, c'est un fait divers qui se passe en Allemagne dans les années 1530. Donc il y a eu un Hans Kollass qui était marchand de chevaux, qui s'est fait voler des chevaux en 1534, qui s'est révolté et qui a été exécuté en 1540 après avoir demandé conseil à Luther. Donc ça, c'est l'origine de l'histoire que Kleist découvre dans les années 1800. Alors Kleist, je ne sais pas si vous le connaissez, donc c'est un auteur allemand, mort très jeune. Il est mort à 34 ans en ayant produit une œuvre incroyable, que ce soit du théâtre, des nouvelles, beaucoup de textes, de réflexions, d'articles. Donc il a eu une œuvre comme ça assez fulgurante. Qui a inspiré d'autres cinéastes avant Arnaud Despalières, puisque La Marquise d'O d'Éric Rohmer est une adaptation d'un texte de Kleist. Il écrit donc cette longue nouvelle qui paraît en 1810. Cette nouvelle, elle a une particularité, c'est que d'abord c'est une des très grandes nouvelles de la littérature allemande et de la littérature romantique, et surtout d'après le journal de Kafka, elle serait à l'origine du désir d'écriture chez Kafka. C'est-à-dire que quand il a lu Kleist, il a dit mais c'est ce que je veux faire, mais enfin il y a quelque chose qui l'a atteint profondément. Et on peut, quand on lit l'œuvre de Kafka ensuite, on peut très bien comprendre que certaines préoccupations qui sont à l'œuvre chez Kleist, sur la question du droit, sur la question de l'individu, sur la question de l'individu seul, responsable, seul dans une solitude face à un droit institué, face à un droit légal. En fait, c'est une préoccupation qui est chez Kleist et qu'on retrouve ensuite dans toute l'œuvre de Kafka, surtout dans le procès, voire... je ne vais pas m'étendre sur Kafka. Donc Kafka en parle. Kafka dit aussi que cette nouvelle, elle a un problème, c'est que la fin est bâclée. Et ce qui est, à mon avis, et quand on a travaillé, assez juste, c'est-à-dire que cette nouvelle, en fait, elle est à la fois une nouvelle romantique, animée par les préoccupations politiques de Kleist à l'époque, à savoir qu'il se sent proche de l'esprit des Lumières politiquement, et que les deux Länder, les deux provinces qui vont s'affronter sur le terrain du droit dans la nouvelle sont pour lui d'un côté la Saxe, qui représente l'État féodal, la monarchie absolue, et le Brandebourg, d'où vient le personnage de Michael Kollass dans la nouvelle, qui lui est un État dit, avec un prince électeur dit éclairé. Donc Kleist part de cette histoire du XVIe siècle, il la raconte au XVIe siècle avec ses préoccupations politiques du tout début du XIXe siècle. Mais tout de même, ce qu'on a constaté, et c'est un des travaux dans lequel on s'est engouffré pour adapter, c'est que il est aussi encore tout proche du XVIIIe siècle, et il va, pour certaines intrigues secondaires de la nouvelle, traiter de thèmes vraiment alors du XVIIIe. Il y a par exemple une histoire de bohémienne qui c'est ce que dit Kafka, mais je trouve aussi, Arnaud Despalières trouvait aussi, qui va complètement parasiter la fin de l'histoire, puisqu'il y a une dimension fantastique qui apparaît à la fin de la nouvelle qui, nous, ne nous intéressait pas du tout. Donc avec une bohémienne qui lit l'avenir de Kollass. Donc on s'en est absolument débarrassé et on a compris tout de suite que c'était pas sur ce terrain-là qu'on voulait aller. Voilà, donc nous on part de cette histoire. Alors pourquoi on part de cette histoire? D'abord parce que Arnaud Despalières porte ce projet depuis 25 ans avant qu'on commence à l'écrire. Elle
à un moment donné, elle résonne plus particulièrement dans son œuvre et dans son parcours. Donc on se met au travail. 3 objectifs principaux, qui est d'épurer la nouvelle, donc de simplifier au maximum et de ne garder que l'intrigue principale. Ça, du point de vue de l'intrigue. Du point de vue des personnages, alors ils sont par moments proliférants. Donc là aussi, nous, on décide de n'en garder que l'essence. Et puis, alors, un des gros travaux de cette adaptation, ça a été de basculer d'une histoire allemande au XVIe siècle à une histoire française. Parce que donc, le film se passe aujourd'hui au XVIe siècle dans les Cévennes. Or, tout est raconté du point de vue allemand dans les années 1540. Donc là aussi, c'est tout un travail de recherche historique pour trouver des possibilités de transposer. Transposer donc en créant une vraisemblance historique, pas une vérité historique du tout, mais une vraisemblance historique, et ensuite de moderniser. Donc moderniser, ça voulait dire c'était un désir de mise en scène évidemment, mais c'est aussi moi j'ai porté ce désir aussi assez tôt. C'était de ne pas reconstituer, donc d'écrire un film qui ne soit pas dans la reconstitution historique, mais dans l'évocation. Et qui dit évocation dit stylisé. Stylisé en ayant d'abord recomposé un monde. Alors, ce monde qu'on a recomposé, c'est ce qu'on a appelé dans un premier temps, c'est ce qu'on appelle un scénario littéraire. La forme du scénario a été fixée assez tôt dans l'histoire du cinéma. On va dire qu'elle a, c'est pas un scénario technique, mais enfin on a un travail qui est vraiment un travail dans un objectif audiovisuel, cinématographique, filmique. Dans le scénario littéraire, il y a cette dimension-là, sauf qu'on se donne toute la liberté d'écrire, que ce soit au passé, si on a envie d'écrire au passé, ce qui est a priori une hérésie dans le scénario, puisqu'on écrit toujours au présent. Donc, la liberté d'écrire au passé, la liberté de développer des choses qui ne seront peut-être même pas à l'image. Par exemple, chez Tarkovsky, dans Andrei Rublev, il parle des odeurs. Donc, il parle des odeurs, parler des odeurs dans un scénario. Bon. Donc c'est quasiment de la littérature, mais qui va quand même engendrer un film qui, à un moment donné, passera par l'étape du découpage. Alors pourquoi on a choisi cette forme-là, scénario littéraire? Parce que quand on a réalisé qu'on allait vers un film historique, du XVIe siècle, on ne connaissait rien, pas plus que vous, a priori, à l'histoire du XVIe siècle. On a eu besoin d'inventer un monde en totalité, c'est-à-dire un univers. Alors, bien sûr, on a pris la structure de la nouvelle, mais nous, ce qui nous intéressait, et c'était très important pour la mise en scène aussi, c'est d'avoir tout. Les costumes, les décors, les pensées, approcher au maximum du XVIe siècle de façon quasi documentaire. Arnaud Despalières parle d'un documentaire au XVIe siècle. Pour arriver à ça, et aussi pour autre chose qui est des questions de représentation de la violence notamment, pour arriver à ça, on s'est engagé sur un scénario littéraire qui allait aussi dans le sens du développement du caractère épique de l'histoire, puisque c'est une histoire de révolte, de guerre, de bataille. Donc là aussi, on a été tiré parce qu'on connaissait ces films qui sont donc Andrei Rublev et Aguirre, on a été tiré vers la dimension épique. Et quand moi j'ai voulu regarder les scénarios, comment ils étaient écrits, ces deux films-là, je me suis rendu compte que c'était des scénarios littéraires.
Et ça nous a fait, en fait, ça nous a rendu très libres, parce qu'on ne savait pas trop, quand on engage une écriture de scénario, surtout sur... enfin, on avait la sensation que c'était un peu énorme de devoir s'emparer d'une histoire, de la transposer, le raconter presque comme un livre, ça avait quelque chose de rassurant, au fond. Et donc, quand je suis allée voir les scénarios de Roubloff et Aguirre, je vois que ce sont des scénarios littéraires. De ce que j'en ai compris, ça vient beaucoup de l'Union soviétique, des avant-gardes. Je crois qu'un des premiers qui a été écrit, c'est La Terre de Dovzhenko, qui écrit un scénario littéraire. À l'époque, ça s'appelle Ciné-récit. Donc La Terre, c'est 1929. Hein. Il en parle dans les années 50. Il dit que le découpage, la partie technique, c'est rien par rapport au chef-d'œuvre qu'il a fait quand il a écrit le ciné-récit. Et en fait, sous Staline et sous Jdanov, les scénarios littéraires ont été très développés, notamment pour, de ce que j'ai compris, pour gonfler artificiellement la production cinématographique. C'est-à-dire qu'il y avait une indigence des productions du RSS, mais pour donner l'illusion d'une production, on a poussé les gens à écrire, on a poussé des éditeurs à publier des scénarios littéraires. Donc il y avait comme ça tout un monde de films qui n'ont jamais été mis en scène. Donc, je dis ça parce que sur le scénario littéraire, je pense que ce que j'ai compris, c'est que Tarkovsky, il est strictement héritier de cette époque-là, et il va écrire comme ça. Et d'ailleurs, c'est comme ça que les films, lui présentent ses films à Mosfilm à l'époque, qui est l'organisme d'État qui lit et qui censure ou pas, enfin, qui donne son aval pour la production, le passage au film. Voilà. Quant à Herzog, je pense que c'est encore autre chose. D'abord parce que c'est quelqu'un qui écrit, hein, qui n'est pas que dans le cinéma, qui écrit aussi beaucoup. Là, l'extrait que j'ai mis dans les documents, c'est un extrait de la V1, donc de la version 1 d'Aguirre, et c'est celle qu'il avait choisie pour la publication. Donc, lui dit qu'elle est très différente du film. Moi, quand je l'ai lu, je n'ai pas senti, j'ai l'impression que tout est là. Alors évidemment, il manque des choses, comme dans Roubloff, hein, mais dans ce qu'il en reste, on a l'impression d'avoir le film sous les yeux.